Alors c'est la suite de ma conférence de cette semaine à la Trinité-sur-Mer. Donc à nouveau un grand merci, il y avait énormément de monde en cette veille du week-end du 15 août et on a continué à parler jusqu'à environ 1h30 du matin avec plus d'une trentaine de personnes en fait qui restaient là et qui ne réussissaient pas à partir, mais c'était très agréable. Donc aujourd'hui on est le 15 août au moment où j'enregistre cette vidéo et une fois n'est pas coutume, ce matin j'ai zappé d'une télévision à l'autre. Alors j'en parle un peu en détail dans ma nouvelle lettre qui est une lettre spéciale 15 août que j'avais annoncée, dans laquelle je rentre vraiment dans le détail au sujet du binôme Macron. C'est une lettre de synthèse dans laquelle je parle également du rôle de Jacques Attali et de toutes les erreurs qui sont faites à son sujet. Mais évidemment, pour ça, il faut lire, il faut sortir des stéréotypes. En parlant de stéréotypes, hier, j'ai fait également une longue lettre dans laquelle je me présente de façon beaucoup plus détaillée et pour expliquer à quel point je suis loin de l'hurluberlu ou du complotiste qu'on essaye de présenter. Alors un certain nombre des personnes qui me suivent disent « mais tu n'as pas besoin de faire ça ». Le problème, c'est qu'elles me suivent. Elles ont l'habitude de lire mes lettres, puisque les lettres Substack sont le lieu où maintenant je communique pour l'essentiel. Mais ça correspond à quelques... Enfin, j'ai 13 000 abonnés sur Substack. Évidemment, plus de 90%, largement plus de 90%, qui ne sont pas des abonnés qui m'ont demandé la gratuité ou des abonnés qui payent. Et donc, évidemment, mes lettres ne touchent qu'à l'aune de la capacité de mes lecteurs à devenir, entre guillemets, des échos, des caisses de résonance orales ou dans leurs échanges écrits de ce qui est dit. Et donc, pour avoir de plus en plus de personnes qui décident de franchir le pas et de venir m'accompagner, eh bien, je pense que c'est utile de leur donner des raisons tangibles, entre guillemets, de le faire, puisque je ne suis pas invité, et d'ailleurs, je ne le souhaite pas, dans les faux médias dissidents, et évidemment pas non plus dans les grands médias dissidents. Donc, mes occasions de me faire connaître sont les conférences, les rencontres à Paris dans lesquelles des nouvelles personnes viennent me découvrir et votre rôle. Donc c'est ce que je fais, lettre importante. Et comme on est le 15 août et que c'est la fête de la Vierge Marie, eh bien j'ai décidé de faire une importante réduction pour inciter ceux qui hésitent compte tenu du prix à rejoindre mon aventure sur Substack. Et donc, j'ai fait 45% de réduction qui va durer tout le week-end du 15 août, c'est-à-dire jusqu'à dimanche. J'espère que vous serez nombreux à en profiter. Et ensuite, le prix redeviendra normal, sachant que le prix dit normal, donc sans réduction, et également un prix très faible compte tenu de ce que je propose. Vous n'avez qu'à lire les commentaires de ceux qui m'accompagnent déjà depuis plusieurs mois, voire même pour certains depuis plusieurs années, pour vous en rendre compte. En tout cas, ce matin, j'écoutais un peu la télé et puis j'ai laissé le bruit de fond. Et en fait, c'est effectivement un poison, c'est une hypnose. Et il n'y a pas une personne qui se passe sur les médias d'infos en continu qui sort du narratif officiel, que ce soit sur le climat. Et donc, on voit bien que toutes les personnes qui sont interviewées sur les plages sont choisies parce qu'ils vont dire exactement la même chose et ce que les chaînes ont comme instruction de faire passer comme message, c'est-à-dire la culpabilisation, le réchauffement climatique, la canicule, etc. Et c'est la faute, évidemment, à Poutine. Ensuite, répéter en boucle à quel point la Russie et Poutine sont abominables au sujet de l'Ukraine, mais également distiller le message qu'ils vont essayer de se moquer de Donald Trump. Donc en fait, Poutine en gradation est bien pire que Donald Trump, qui n'est pas terrible, mais expliquer à quel point
par chance, les Européens ont pu démasquer ce manège et empêcher que l'Ukraine ne soit dépecée. Alors ça ne dérange personne, évidemment, parmi les mêmes, de s'interroger sur ce qui est en train de se passer en Syrie, ce qui se passe depuis des années, des décennies en Yougoslavie, mais également, bien sûr, en Palestine. D'ailleurs, la Palestine n'est même pas censée exister, puisque Free Palestine est considéré comme un message terroriste, puisqu'un aiguilleur du ciel avait, de façon anecdotique, entre guillemets, dit Free Palestine, un pilote de la compagnie aérienne israélienne au décollage de Roissy. Et c'est tout un tohu-bohu, on parle d'actes antisémitisme, de terreur parmi les passagers de l'avion qui ont cru que c'était une manière de dire Free Palestine, ou plutôt Allah Akbar, ou plutôt je suis un terroriste et je vais tous vous exploser. Vous voyez un peu le raccourci, c'est absolument abominable, c'est-à-dire que vouloir, entre guillemets, puisque c'est ce que veut dire Free Palestine, que, à tout le moins, les frontières de 1967 soient respectées, eh bien, ce serait une abomination. On vit dans un monde qui marche sur la tête. Par ailleurs, autant le président de la République que le Premier ministre, que finalement tous les partis politiques se sont exprimés au sujet d'un arbre qui aurait été coupé à la tronçonneuse, enfin qui a été coupé à la tronçonneuse, et qui était un arbre en hommage à Ilan Halimi. Et donc les messages, c'est comme s'il était tué une deuxième fois. Alors, évidemment, c'est hautement symbolique, c'est complètement débile de faire ça. Mais imaginez le déploiement de forces de police un 15 août, toutes les images de surveillance de la zone, puis les images connectées, puis sont réquisitionnées. Des inspecteurs de la police judiciaire sont sur l'enquête, bien plus que pour un assassinat, bien plus que pour toutes les affaires scandaleuse, c'est-à-dire qu'on voit encore une fois la manière avec laquelle les choses sont instrumentalisées. Je vous rappelle d'ailleurs, c'est un sujet qui n'est pas connexe à celui-là, mais qui revient à peu près au même, la vitesse à laquelle la justice s'était mise à faire son travail en 2017 pour rendre quasiment François Fillon inéligible. Pas parce qu'il était interdit de se présenter, ça c'est réservé à Marine Le Pen, mais parce que il était à se débattre face à des affaires, face à un Macron qui n'avait même pas véritablement besoin de faire campagne, puisqu'il savait qu'il allait se retrouver en finale, entre guillemets, face à Marine Le Pen, avec un François Fillon grand leader, éliminé. Je rappelle que François Fillon avait été Premier ministre, il avait été ministre, il avait laissé un bon souvenir. Mais voilà, le système fait le ménage, entre guillemets, quand ça l'arrange. Alors je ne dis pas qu'il faut excuser la personne qui a fait ça, je dis qu'il se pourrait même qu'on constate que c'est quelqu'un qui a été manipulé, incité à le faire un 15 août, et comme ça, le 15 août, le jour de la Vierge, on ne parle que de ça. Voilà, tout est véritablement manipulé, c'est comme ça en permanence, mais il faut l'accepter, il faut considérer que c'est la norme, que la justice est instrumentalisée, les lois sont instrumentalisées, les budgets de l'État sont instrumentalisés, et gare à ceux qui le disent, parce qu'ils pourraient être considérés comme des ennemis de l'État. Hier, j'étais halluciné de voir les messages de l'armée disant que toutes les personnes qui s'exprimaient au sujet de la hiérarchie de l'armée jusqu'au chef d'état-major de l'armée étaient véritablement quasiment des criminels ou des terroristes dangereux. Mais on vit sur quelle planète? On a un gouvernement, on a des journalistes, on a des gens qui sont sur les plateaux télé qui mentent en permanence. Je vous rappelle, par exemple, quelqu'un qui passe sur LCI, qui est censé un ex-espion russe qui aurait fait l'ENA, etc., et qui nous expliquait qu'il avait des informations très claires qui annonçaient que Poutine allait mourir véritablement bientôt de multiples cancers. Et que nous a-t-il pas dit
des dizaines de fois. Voilà, en quelques heures à écouter distraitement ou à regarder, j'étais halluciné par le niveau de gavage, de bourrage de crâne, d'informations minables, de mensonges, de raccourcis, de racolage, de choses abominables. Donc ça, c'est la télé française en 2025. C'est de la merde. Et ils sont en train de nous préparer comme bouffe de la merde. Et pour tout de la merde. On est vraiment dans la merde. Et comme le coq, c'est notre symbole, eh bien, tout le monde chante dans la merde. En tout cas, passez un bon moment avec la suite de cette conférence à la Trinité. Je vous rappelle, rejoignez mon Substack ou alors contactez-moi si vous voulez découvrir du bon miel. Contactez-moi si vous voulez proposer des conférences. Je vais marcher dans quelques semaines, donc à partir de début septembre jusqu'à mi-septembre dans la région des Pyrénées. Donc si vous êtes par là, eh bien faites-moi signe. Je serai ravi de croiser certains d'entre vous. Je vous dis à très bientôt, bonne vidéo, merci de votre attention. Soyez nombreux à me rejoindre sur Substack. N'hésitez pas à profiter pendant les 3 jours qui viennent de cette offre spéciale. Et je mettrai vraisemblablement en ligne demain le dernier épisode de la conférence à la Trinité-sur-Mer. Voilà, partagez, likez et à très bientôt. Merci beaucoup. Сергей Викторович, а вы первый раз на Аляске? Лизейте, скажите, пожалуйста, первый? Бывал, я тут уже. Вам нравится? Ici, on voit l'avion de la délégation russe qui approche d'Anchorage. J'espère qu'ils vont parler de la question qui, pour moi, est au centre de tout. C'est celle de Gaza, mais également le fait qu'Israël est en dehors de toutes les lois et impliqué bien au-delà du drame de cette région entière qui maintenant touche de plus en plus vivement également l'Iran et bientôt encore plus la Russie avec ce qui est en train de se passer au niveau de l'Arménie. Voilà, tous ces sujets sont importants autant que celui de l'Ukraine. أطفال غزة يموتون جوعا من شدة الجوع ومن شدة الألم ومن شدة ناس يموتون قسفا وجوعا وعطشا ألتقي بكم في جنة لن يضرنا وجه لي يا أنس وصل رسالتي للعالم وصل رسالتي للعالم نحن نبات الآن نقصف في جنة الخلود سأرسم الحدود بما Donc dans la première partie, j'ai essayé d'expliquer qu'il y avait une position très particulière de la France, mais qui est historique, hein, parce que je me suis concentré sur les dernières années, essentiellement à partir de l'incendie de Notre-Dame. Mais j'ai quand même rappelé les résultats de l'élection présidentielle, dont la première élection d'Emmanuel Macron en 2017, avec 66,06% des voix. Alors, histoire de rester sur cet élan, vous vous rappelez, il a été élu avec un parti qui s'appelait En Marche. Alors, a priori, on n'a pas de raison de se méfier de ce nom, puisque c'est un nom En Marche qui a été utilisé par Soros, etc. Donc, on est vraiment dans l'esprit, à ce moment-là, de quelqu'un qui est un pantin. Puisque ça a l'air d'être de l'argent Soros, donc peut-être de l'argent Rothschild, etc. Ils ont appelé En Marche, mais Obama aussi, son parti au début, son mouvement c'était On the Move, ou enfin, je sais plus, c'était les mêmes titres. Et sauf que Macron change le nom de son parti pour l'appeler Renaissance. Et là, il vient d'annoncer qu'ils allaient changer à nouveau de nom. Mais c'est très intriguant d'appeler son parti Renaissance. Et alors, quand vous faites un peu l'historique d'Emmanuel Macron, vous découvrez qu'en fait, il est né le 21 décembre 1977 à Amiens. Donc, c'est un homme d'Amiens, comme le Damien de la malédiction, etc.
Donc le 21 décembre, c'est un jour très particulier, puisque c'est le jour de la nuit. C'est le jour le plus court et la nuit la plus longue. Et à 12 ans, il demande à être baptisé dans une famille où personne ne croit en Dieu, personne ne croit encore moins en le Christ, Marie, etc. Il veut être baptisé. Alors on sait que ça c'est important, puisque à 14 ans, il va rencontrer dans une école catholique sa future femme, Brigitte. Et sauf que c'est bizarre quand même. Mais donc on garde dans un petit coin de sa tête qu'à 12 ans, il a été baptisé, donc il est rentré, il est né entre guillemets dans la religion du Christ ce jour-là, à 12 ans. Il rentre et il est réélu avec un parti qui s'appelle Renaissance en 2022. Donc en 2022, il a 45 ans. Moins 12 ans. 33 ans. Avec un parti qui s'appelle Renaissance. Évidemment, c'est le hasard. Personne de connu n'est mort et n'a été... Non. Non, rien à voir de ce côté-là. Baptisé à 12 ans, réélu avec un parti qui avait Renaissance voilà, quasiment à l'époque de Pâques d'ailleurs. Mais bon, pareil. C'est vrai qu'il demande pour sa première élection à François Hollande, puisqu'il a pas eu besoin de le faire la deuxième fois, puisqu'il ne peut pas se passer le pouvoir à lui-même, quoi. On n'est pas dans un truc d'Hollywood où la même personne va jouer deux rôles différents. Donc il a eu une passation de pouvoir une fois, c'était en 2017, et tous les présidents de la République ont leur passation de pouvoir un lundi. Ils commencent à travailler un lundi. Puisque c'est un job d'être président de la République, on est salarié de l'État, alors c'est un job avec appartement de fonction, enfin, c'est un bel appartement de fonction, hein, c'est quand même un job payé, des charges sociales, des points retraite, des machins, et appartement de fonction, et des avantages, beaucoup d'avantages. Et plein d'inconvénients, puisque là, c'est pas les 35 heures, mais il a quand même les heures supplémentaires et tout, vous inquiétez pas, parce qu'il faut quand même beaucoup d'argent pour payer les procédures aux États-Unis, et les avocats, et les détectives, et les machins qu'on découvre en ce moment, qui sont payés par le couple qui dit dans Paris Match que c'est lui qui paye tous ses frais de justice. Ils ne mentent jamais, donc on va les croire, d'où l'intérêt de beaucoup travailler pour avoir beaucoup d'heures sup et pour pouvoir, puisqu'il n'avait pas beaucoup gagné d'argent avec Rothschild, puisqu'il ne déclare pas de fortune, etc. Et croyez-moi, il faut une fortune pour payer ce genre d'avocat. Mais en tout cas, il demande à ce que la passation de pouvoir se passe un dimanche, le jour du Seigneur. C'est quand même fou, il ne croit pas, aussi il a été baptisé, mais... Et il dit, moi je veux que ce soit un dimanche. Et Hollande accepte. Donc Macron est élu au moment de la messe dominicale, enfin il a été élu 66,06%, mais en pleine heure de messe dominicale, passation de pouvoir. Donc personne ne va à l'église, évidemment tout le monde est trop content de voir une passation de pouvoir. Alors, le lundi, on la voit au journal du 20h, là les gens peuvent la voir en direct au lieu d'aller à l'église. Bon, à l'époque, le pape n'imposait pas encore en mondiovision le sacre de Macron, ça il l'a fait pour Notre-Dame, puisqu'il a quand même été 2 fois à faire un discours dans Notre-Dame, ça je ne vais pas trop insister là-dessus tout à l'heure, mais un dimanche. Et qu'est-ce qu'il fait ce jour-là? Alors il avait déjà parlé de transcendance, c'est important le mot transcendance, on lui disait mais comment vous avez fait pour réussir ça, pour penser à ça, ceci, et il dit non mais c'est vraiment de la transcendance. Il l'a redit au moment de la dissolution. Il était avec un TikToker qui l'interviewait en lui disant qu'est-ce qui vous a décidé à faire la dissolution. Il a réutilisé le mot transcendance, mais il l'a utilisé plein de fois. Mais en tout cas, un dimanche. Et là, si vous prenez tous les présidents de la République, de la 5e République, et que vous regardez en fait le jour où ils ont le transfert de pouvoir, tous quittent l'Élysée et remontent les Champs-Élysées dans une voiture qui devient un peu
le symbole de la voiture du président en question. Alors bon, on les oublie un peu, mais vous pourrez retrouver toutes ces voitures. Mais Macron, lui, pas du tout. Il demande un commande-car militaire. Plus jeune président, il n'a jamais fait son service. Et il dit, moi, je remonte les Champs-Élysées dans un commande-car militaire. D'ailleurs, on m'appelle Jupiter, c'est beaucoup mieux que Mozart. Et un peu plus tard, il demandera à être appelé Vulcain, mais il trouve que c'est plus drôle. Et Phaistos, c'est la même chose, mais romain, grec, il est un peu plus lettre classique quand même, grec, c'est mieux. Il a quand même été l'attaché de gens, par exemple. Bon, enfin bref, un dimanche, il remonte les Champs-Élysées en commande-car, et la journée ne s'arrête pas là, puisque le soir, Mitterrand avait tout prévu. Et ça, c'est vachement important. Alors, j'insiste là-dessus, je vous recommande vraiment de lire mes lettres Substack. Si vous aimez ce qui s'est passé là, vous allez vraiment avoir beaucoup de plaisir, parce que quasiment tous les jours, je publie des lettres dans lesquelles j'écris de façon beaucoup plus détaillée ce que je vous dis maintenant, et j'essaie que ce soit drôle, un peu... bref, Cécile, tu les connais, qu'est-ce que tu en penses? J'y passe beaucoup de temps. Voilà, et c'est bien. Oui. Et donc, il se retrouve devant la pyramide du Louvre et il fait toute une mise en scène. C'est-à-dire qu'il passe de l'ombre à la lumière. Donc, il passe d'une arche un peu perdue du Louvre. Et alors, il y a les photos, hein, la même personne qui va faire la photo présidentielle, qui s'appelle Soazig de la Moissonnière, le prend en photo. Alors, il est là, il attend sur une petite ligne tracée et il va faire 666 pas. Il s'arrête pour serrer aucune main, parce qu'il faut qu'il soit dans la cadence. Il ne peut pas sortir du rythme. Il va faire 666 pas pour arriver devant la pyramide du Louvre, juste à la bonne place, avec une lumière qui fait comme s'il y avait un œil au sommet de la pyramide. Bonjour tous les gens qui appartiennent à des sociétés secrètes dans le monde entier. C'est mon intronisation, un dimanche soir. Pyramide inversée, compas, équerre, enfin tout, la totale. Il le dit, mais évidemment, il n'y a que les complotistes pour oser décrire ce qu'ils voient. Parce que ce qui est génial en fait dans le monde dans lequel on est, c'est que dire ce qu'on voit, dire la vérité, c'est être complotiste. C'est même être dangereux, parce qu'en fait, il ne faut surtout pas dire ce qu'on voit si ça sort des sentiers battus. Donc il ne faut pas dire qu'il est passé de l'ombre à la lumière, il ne faut pas dire qu'il y est passé en 666 pas, il ne faut pas dire que la pyramide est un symbole très ésotérique, mais maçonnique, mais pas que. Enfin, vraiment, ça fait partie des symboles très particuliers des sociétés secrètes. Qui choisit, il va faire un discours complètement envoûté, enfin, comme il en fera plein. C'est notre projet, c'est notre machin, etc., etc. Je vous racontais tout à l'heure, siècle d'hiver, je compte sur vous en 2027, 2032, voilà. Et il fait ce discours. Et donc le monde entier voit ça, mais les gens sont impressionnés. Parce que c'est comme les images des Jeux Olympiques. Vous savez, toutes ces images devant les monuments, etc. Les gens se baignent dans la Seine, ils tombent malades, mais c'est pas vrai, c'est complotiste de le dire, etc. Et donc les gens sont impressionnés par ces images magnifiques qui font le tour du monde. Mais évidemment, les gens qui sont dans les sociétés secrètes, s'ils n'étaient pas au courant, comprennent qu'il se passe un truc. C'est-à-dire, ils voient que là, il y a quelque chose de spécial qui se passe en France. Le mec a été élu avec 66,6% des voix. Il est intronisé un dimanche, donc c'est un énorme sacrilège. C'est un jour de roi, c'est un jour qui n'a rien à voir avec la République. Ça n'a rien à voir avec un pays laïque, rien à voir avec rien du tout, puisque c'est le jour du Seigneur. Mais c'est surtout le repos dominical, indépendamment du fait qu'on est... et lui choisit, et surtout,
la pyramide du Louvre, avec ce spot juste au sommet. Il faut que vous re-regardiez les images, vous verrez, c'est incroyable. C'est-à-dire, ils ne veulent même pas le cacher, en fait. L'enfant prodige est là. Il est arrivé, il est annoncé au monde entier, mais en France, les gens vont dire Jupiter, Mozart, Vulcain, connard, secrétaire de préfecture, machin. Personne ne va dire ça. Et ceux qui vont dire vont être relégués en bas des algorithmes, en bas des machins, et ça va être de pire en pire. Et là, directement, il fait une photo officielle, que moi j'ai découverte plus tard, parce que j'étais terrifié qu'il soit élu, parce que je ressentais quelque chose très fortement, moi, et je l'avais croisé, pour une raison qu'un certain nombre d'entre vous savent, donc j'étais pas du tout serein. J'avais fait même, pour vous dire, j'avais fait campagne au second. Moi j'étais pour Fillon, je connaissais bien Fillon, j'étais très pote avec Fillon. Et j'avais fait campagne au deuxième tour pour Marine Le Pen. C'était un truc, vous imaginez, dans un certain monde, faire campagne pour Marine Le Pen, extrême droite, mais à une époque où dans tous les dîners en ville, dans tout le monde bien pensant, il fallait considérer que Macron était le sauveur de la France, puisqu'il allait empêcher l'extrême droite, etc., d'arriver au pouvoir. On a bien vu ce qui se passait, les lois liberticides, la censure, la violence, les dettes, les machins, les guerres. On a vu de quoi il nous avait protégés. Et donc, il est élu et il fait un portrait présidentiel de lui surréaliste. C'est-à-dire qu'on voit Sibeth Ndiaye, qui est son attachée de communication. Je ne sais pas si vous vous rappelez vaguement d'elle. On avait beaucoup entendu parler d'elle, mais elle a fait un truc qui est resté dans les annales. Elle l'a filmé pendant qu'il composait le décor de sa photo. Donc on sait que c'est lui qui l'a fait. Donc toutes les personnes qui disent c'est un nul, c'est un machin, il est utilisé comme une marionnette. Non, on le voit. On le voit. Il est en transe. Il a l'air d'être connecté avec des esprits supérieurs. Et il est là et il installe tout. Les livres, les machins, le truc, tout. Sur une table rouge sang. Il y a des livres. Je vais vous en parler quelques minutes. Et des objets. Et une mise en scène. Et cette photo, en fait, c'est un rébut pour dire aux gens qui savent lire le rébut, comme aux gens qui savent lire ce que veut dire d'être devant une pyramide avec un œil au sommet de la pyramide, etc. Je suis l'antéchrist. Et donc, il n'a pas fait que cette photo, dont je vais vous parler dans quelques minutes, il a fait aussi une photo de lui, où il est le premier président de la Ve République à faire ça. Il a fait une photo de lui comme coprince d'Andorre. Parce qu'en fait, le président de la République française est automatiquement grand chancelier de la Légion d'honneur et coprince d'Andorre. L'autre coprince, c'est le chanoine d'Andorre. Et donc, en fait, quand vous êtes coprince, vous êtes prince. On ne vous appelle pas demi-prince. Vous êtes prince. Et si vous regardez l'Apocalypse de Saint Jean, pour être l'antéchrist, bon, il ne faut pas forcément être né à Amiens, mais on y reviendra. En revanche, il faut être baptisé, ça tombe bien. Alors, il n'est pas prévu d'être Renaissance, ça on verra que ça lui arrive à 33 ans, ce qu'il faut comme à 33 ans. Mais il faut être avec un titre royal, de prince ou de roi. C'est pas moi qui dis, hein, c'est l'Apocalypse de Saint Jean. Et c'est quand même dingue. Lui, il est prince d'Andorre et il insiste au point de se faire prendre en photo comme prince d'Andorre avec tous les attributs, une médaille comme un soleil sur la poitrine. Le même soleil, vous regarderez sur la photo, qu'il a fait mettre au fond de Notre-Dame. Le soleil, incroyable, hein, un soleil avec 666 pics pour symboliser la couronne d'épines. Et alors on sait qu'il y a 666 pics parce qu'en fait en comptant
En fait, bref, j'ai fait un tweet qui montre bien. Et en fait, le chiffre exact sur l'anneau, il y en a 396. Sur le support, il y a les autres. Mais 396, c'est un nombre qui ne fonctionne qu'avec des 6 en plus. Enfin, je ne vais pas vous faire un truc de numérologie sur un tableau, j'en ai pas un, mais sachez que ces objets qui sont installés dans Notre-Dame, il y a quelqu'un qui est venu me voir pendant la pause pour me dire, mais en fait, toutes les églises, les cathédrales, en fait, elles ont un pouvoir tellurique, elles sont sur des sources, elles permettent des communications, des ondes, etc. Tout ça, c'est vrai. Et en fait, tout ce qu'ils ont fait, c'était essayer de casser ça, d'où ce désir de réinventer, donc changer énormément de choses importantes. Il faut savoir que les francs-maçons, dès qu'ils ont été puissants, avant même la Révolution française, avaient financé le nouveau sol de Notre-Dame. Il faut savoir que les sols, en principe, dans les églises et dans les cathédrales, étaient totalement uniformes, sans aucune importance, à part à Chartres, qui a un rôle spécial, mais là encore, il faudrait une conférence complète. Et donc, c'était des sols uniformes. Et là, ils ont mis un damier. Notre-Dame, c'est un damier blanc et noir qui était financé un petit peu avant la Révolution pour reprendre... Pourquoi est-ce que le pouvoir essaie de changer, entre guillemets, l'importance de ce lieu? Pourquoi est-ce que c'est important de mettre un damier au-delà des symboles maçonniques? Et il y en a eu plein d'autres installés dans Notre-Dame, hein. Il faut regarder toute la nouvelle organisation de Notre-Dame, le sens, etc., la porte utilisée. Enfin, parce qu'en fait, quand vous marchez sur un damier, vous avez tendance à regarder vos pieds. Quand vous marchez sur un sol uniforme, vous avez tendance à regarder la gloire de Dieu, la gloire du Christ, la gloire de Marie, les tableaux, les croix, les vitraux, etc. Donc faites l'expérience. Si vous marchez sur un sol comme ça, uni, bah en fait vous ne regardez pas le sol. Vous avez vu, il n'a pas vraiment... Vous n'avez pas envie de jouer. Ah tiens, je mets que mes pieds sur les cases blanches. J'essaie d'éviter les machins. Enfin, vous voyez tout le truc un peu ludique d'un sol comme ça. Ouais. Et en fait, dans une église, on doit regarder vers le haut. Et c'est pour ça qu'elles sont aussi magistrales. Mais si vous installez un sol qui devient le jeu, en fait, vous regardez vers le bas, Satan. C'est bizarre, mais c'est comme ça. C'est pas moi qui le dis. Amusez-vous, vous verrez, quand un sol joue avec vous, vous avez tendance à le regarder, alors que quand un sol est uniforme et uni, bah, vous avez tendance à regarder ce qui est autour de vous. C'est comme ça, c'est la nature des humains. Je parlais tout à l'heure des expériences Milgram, machin. On sait exactement comment les gens réagissent. Si vous avez un beau tapis au sol, ben vous allez vouloir le regarder. Si vous avez un tapis avec des choses horribles, vous allez aussi le regarder et ça va avoir un effet sur vous comme une hypnose, etc. Et donc, il est élu. Il va tout casser, mais tous les médias qu'on a l'habitude d'écouter ne vont jamais regarder ce qui est important. C'est-à-dire qu'on va toujours vous demander de considérer ce qui n'est pas. Il a changé plein de fois de Premier ministre. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont changé aussi souvent de Premier ministre, mais ils ont chacun eu un rôle très particulier. Je vais donner juste un seul exemple. L'euthanasie, ça ne peut pas passer en France. On a un pays de droite traditionnel, avec un Sénat à majorité de gens qui sont plutôt catholiques, fervents, etc. Et bien, pourquoi c'est passé? Parce que le Premier ministre, c'était Bayrou, et pour sauver sa tête, Bayrou, il a convaincu les centristes, tous les sénateurs de droite, en fait, de voter pour l'euthanasie. Et donc, en fait, chacun a eu son rôle. Si Attal avait proposé l'euthanasie, ça ne serait jamais passé. Il fallait que ce soit un mec de droite, catho, qui avait envie de sauver sa tête, qui avait envie de faire plus de 6 mois pour avoir à vie sa retraite de Premier ministre, qui est le job. Et de la même manière que tous les premiers ministres ont été parfaits pour leur rôle. Édouard Philippe, je vous les filme. Castex, je vous les filme. Borne, les retraites. Etc., etc. Chacun a été parfait. Il n'y a que le diable qui peut faire un casting aussi incroyable et qui a aussi conscience à l'avant de toutes les étapes de son projet
et de qui est le plus adapté. C'est pas un connard débile ou un machin qui peut penser à ça, c'est impossible. C'est quelqu'un qui, il nous le reconnaît, qui est en communication, en transcendance, avec des forces supérieures qui considèrent que la France, c'est un pays de rupture forte par rapport à des objectifs qui dépassent l'entendement. Et qu'est-ce qu'il a fait aussi, Macron, au cours de cette période? En 2023, juste au moment des fameux attentats d'Annecy, où le mec à 6 h du matin, il va dans un parc où il y a des mamans qui promènent les bébés, il y a un mec avec un sac à dos, enfin bref. Et le type attaque avec un couteau en criant Allah Akbar, exactement comme à Washington il y a quelque temps. 2 personnes qui ont été tuées par un type qui avait un drapeau Free Palestine, et on découvre quand la police arrive sur les lieux du crime que les corps sont plus là, ils sont déjà en chemin vers Israël. Non mais il n'y a que dans le monde actuel que des trucs comme ça sont possibles. C'est-à-dire à Annecy, il y a ce truc d'attentat dont tout le monde va parler, mais quand vous regardez la scène, ça représente un mauvais film. Enfin, le mec, il a un couteau, mais il n'a pas vraiment l'air de vouloir battre tout le monde. Il est censé blesser des enfants, mais les enfants, les parents ont disparu. Il y a quelqu'un qui le poursuit, plus ou moins, avec un sac à dos. Enfin, c'est tellement grossier, énorme. Et en plus, c'est génial, parce que le mec visite les cathédrales, donc il va être doublement saint, en fait. Mais il est peut-être là à l'insu de son plein gré. C'est-à-dire, le diable peut prendre le contrôle de beaucoup de choses. Et je sais que c'est très bizarre, mais il y en a parmi vous qui croient en Dieu. Oui. Voilà. Donc, non mais j'ai demandé ceux qui croient. Pardon? Mais non, mais après je vais expliquer pourquoi Dieu existe. À la fin alors. Parce que c'est assez facile de l'expliquer. Et donc, si on croit en Dieu, on est obligé de croire en diable. Si on croit en la lumière, on croit en la nuit. L'un n'existe pas sans l'autre, en fait. C'est mathématique, quoi. S'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'ombre. S'il n'y a pas d'ombre, il y a... Enfin bref, c'est comme ça. Donc s'il y a le bien, il y a le mal. Normal. Sinon, l'un n'existe pas sans l'autre, en fait, puisqu'ils sont la justification de l'un, c'est l'existence de l'autre. On ne qualifie pas quelque chose avec un adjectif, le bien, si c'est pas en contraste ou en opposition avec autre chose. Donc si Dieu existe, le mal existe. Un mal symétrique, entre guillemets, avec le même type d'attribut. Alors il se trouve, coïncidence incroyable, que le nouveau pape s'appelle Benoît XIV et que son prédécesseur Benoît XIII a eu une vision. C'est Léon. Léon, pardon. Non mais j'ai Benoît XVI en tête, je reviendrai sur Benoît XVI tout à l'heure. Léon XIV, et son prédécesseur dans le nom s'appelle Léon XIII, et en 1898 je crois, ou par là, il y a une vision que Dieu autorise au diable d'essayer, enfin le diable demande à Dieu pour pouvoir tenter des choses avec les humains de la Terre pendant 120 ans. Non mais, c'est pas moi qui dis, il l'écrit à cette époque. Et Dieu accepte. Et lui, il a cette vision. Léon XIII. Et donc, il impose, non mais c'est connu ce que je vous dis, vous allez pouvoir le vérifier. Et il impose à toutes les églises de ne pas laisser les paroissiens sortir de l'église sans faire une prière à Saint-Michel. Elle est obligatoire, c'est une décision de Léon XIII. Il a plein d'autres visions. Léon XIII, c'est un personnage très très important de l'Église, et il impose. Et bien, Vatican II, la première chose que Vatican II impose, c'est d'interdire cette prière à Saint-Michel, sachant que Saint-Michel, c'est quand même lui qui a vaincu le diable. Et si vous allez à la fontaine Saint-Michel à Paris, et que vous regardez la tête du diable, vous allez dire, mais il est fou, bah c'est Macron. Non mais faites l'expérience. Faites l'expérience. Faites l'expérience. Et bien dans le film Damien la malédiction, et oui, et il n'y a plus la statue. On voit plus que les dragons.
Il y a des photos peut-être sur Internet. Oui, il y a des photos. Non, mais c'est incroyable. Et bien, dans Damien, la malédiction, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des représentations, non mais j'en ai des frissons juste, de l'Antéchrist à tous les âges de sa vie en fait. Et c'est comme ça que, en fait, il est reconnu par, en fait, des... Enfin bref, il faut voir le film, je ne peux pas vous dire. Mais il y a des moyens, il y a des moyens d'essayer de s'en passer, etc. Le film est fascinant, c'est quand même un grand film avec Grégory Peck. Damien la malédiction, c'est un des 10 films qui a été, pendant très longtemps, jusqu'à la guerre des étoiles, il était dans le top 3 des films qui ont été les plus vus et les plus influents. Sachez qu'il y a 3 épisodes, Damien 1, Damien 2, Damien 3, qui ont été des immenses succès tous. Il faut savoir que ça a été racheté, les droits. Devinez qui a racheté les droits de Damien? Non. Walt Disney. Et qu'a fait Walt Disney au moment de la résurrection de Macron? Non, en fait, ils ont fait ça pour son intronisation à Notre-Dame. C'est pire. Ils ont sorti Damien 0. Parce que Damien 1, en fait, c'est un petit garçon. Et donc, ils ont fait Damien 0, où ils expliquent comment il est créé. Et là, j'ai encore plus de frissons, parce que c'est exactement la seule hypothèse qui tient la route concernant Emmanuel Macron. Alors, je ne vous raconte pas tout ce que vous avez pu découvrir si vous êtes intéressé à tous les sujets qui concernent cette famille bizarre, etc., etc. Mais le cas le plus intéressant à étudier reste Emmanuel, bien plus intéressant que Brigitte, même si les deux forment un tout. C'est vraiment un binôme très important. C'est-à-dire que tout le monde a été très impressionné par un psychologue italien qui avait fait un portrait, une expertise, entre guillemets, psychologique. Sauf qu'il avait fait plusieurs erreurs. Et vous savez, quand vous prenez des mauvaises hypothèses, vous ne pouvez pas faire une bonne analyse. C'est comme en mathématiques, si vous prenez des mauvaises hypothèses en chimie, en physique, dans tout, si vos hypothèses de départ ne sont pas bonnes, ça ne fonctionne pas. Et donc lui, son hypothèse de départ, c'est qu'il y avait vraiment une histoire d'amour, une relation sexuelle entre deux personnes, avec une consommation, etc. Et évidemment, dans un tel cas, il y a un traumatisme qui est terrible et le couple a vocation à exploser. Il y en a un qui est un psychopathe, l'autre qui est un prédateur, etc. Sauf que cette histoire n'a rien à voir. Si vous la prenez d'un point de vue eschatologique, si vous la prenez comme quelque chose qui est écrit depuis la nuit des temps, qui doit arriver, et que vous comprenez que ces personnes font partie d'un alignement qui les dépasse en fait. Lui, il appelle ça la transcendance, d'autres... Vraiment, je suis désolé, c'est un peu vertigineux ce que je vous dis, mais c'est comme ça. Alors, vous comprenez pourquoi ce couple tient, pourquoi ce couple se renforce au fur et à mesure, pourquoi ce couple est capable de jouer la comédie à se battre juste après que la porte de l'avion se soit ouverte. Ce qui fait que, et ça c'est très important, au moment où ça arrive, cet épisode de Hanoï, lors d'une visite présidentielle où ils attendent que la porte s'ouvre pour se disputer. Non mais, même des gens qui sont très mal élevés, qui ne savent pas se contrôler, ne pètent pas les plombs quand la porte s'ouvre. Personne ne fait ça. Personne n'attend que la porte s'ouvre d'un avion où il y a un président d'un pays où on va, il y a toute la presse, pour faire ça. Personne. À ce niveau-là, on se contrôle, personne ne fait ça. S'ils font ça, c'est qu'il y a un objectif. Mais évidemment, ils ont joué la comédie jusqu'au bout d'être en colère. Donc vous avez les mêmes qui vous expliquaient que c'était Colère qui était le patron de l'Élysée. Maintenant, le mec a disparu, mais ils ne se sont pas dit qu'ils s'étaient trompés. Bah, les mêmes ont dit « Ah, j'ai vu quelqu'un qui lisait sur les lèvres, j'ai vu quelqu'un qui machin, j'ai vu un spécialiste du body language qui disait que dans l'escalier, on voit qu'ils se disputaient toujours. Donc c'était une vraie dispute. » Non, ça c'est les débiles qui réfléchissent comme ça. C'est des gens qui ont envie de croire que la vie, elle est faite pour rassurer, entre guillemets, leur thèse.
La vérité, c'est qu'un prof de théâtre ne fait pas ce genre de bévue, surtout un président avec un président, donc c'est voulu. Et qu'est-ce qu'ils ont voulu faire à ce moment-là? Et vous allez comprendre exactement. Le monde entier, à ce moment-là, commence à comprendre, dans toutes les diplomaties, les gouvernements, les États se disent « ce mec, c'est pas ce qu'on nous a fait croire. C'est pas les infos qui remontent de nos ambassades, de nos experts, c'est différent. » Zelensky l'appelle immédiatement quand il sort de la Maison Blanche pour lui demander ce qu'il doit faire. Macron appelle parfois Zelensky, il est en conférence de presse, Zelensky naïvement dit « Ah salut Emmanuel, attends, je te rappelle, je finis juste un truc, dans 5 minutes je te rappelle. » Macron est là, en fait le mec qui tire les ficelles, il voit 6 fois le pape François, donc on y reviendra. Il est véritablement un personnage extrêmement important qui impose à Trump de changer d'avis. Trump avait dit « je vais traiter l'affaire de l'Ukraine seul avec Poutine ». Et c'est Macron qui réussit à le convaincre de mettre l'Europe dans la boucle, puis Macron réussit à le convaincre de mettre Zelensky dans la boucle, tout ça on le sait. C'est connu, publié. Et Trump, au début, accepte, puis il change d'avis. Donc il prévient Zelensky qu'il ne le verra pas, que Zelensky n'est pas invité à venir, parce que Poutine a bien fait comprendre que Zelensky n'avait plus de... Il représentait plus rien. La Constitution n'a pas prévu le cas d'un Zelensky qui est encore au pouvoir. C'est pas prévu. C'est-à-dire le fait de ne pas avoir fait d'élection présidentielle en Ukraine, ce n'est pas prévu dans la Constitution. Même en cas de guerre, les élections doivent avoir lieu. Il n'y a pas de cas où les élections n'ont pas lieu en Ukraine. Et donc il n'est plus du tout, d'un point de vue constitutionnel, il n'est pas capable d'engager ou de représenter son pays. Donc il est là, il existe, mais sa signature n'a pas de valeur. Et les Russes sont des gens extrêmement prudents. Ils ont besoin d'avoir quelqu'un, donc il faudra formellement qu'une assemblée ou quelque chose décide de changer la constitution ukrainienne ou de rétablir cette erreur d'une manière légale et qui permettrait à Zelensky ou à quelqu'un de prendre des engagements. Et donc pour Trump, il le dit d'ailleurs au tout début, Zelensky ne représente rien. Mais Macron réussit à le convaincre, donc Trump accepte que Zelensky change d'avis. Il voit Zelensky, vous savez, il y a cette crise de Zelensky à la Maison Blanche, il s'engueule, Zelensky part et tout. Il appelle Macron, on sait tout ça. Et Macron lui dit, non, tu restes, tu vas aller sur le plateau de Fox News, tu vas aller sur les machins, et tu vas dire que t'aimes le peuple américain, mais que vraiment Trump parle mal aux pauvres Ukrainiens qui sont en guerre, qui sont là contre le tyran Poutine, tueur de journalistes, mangeur d'enfants, etc., etc. Et c'est exactement ce qui se passe. Zelensky va sur les plateaux de télé, raconte ça. Trump se retrouve vachement affaibli par cette situation, puisqu'il a l'air d'être le méchant, qui a utilisé sa force par rapport pour un président qui est en réalité le Churchill du monde, qui sauve le monde de l'ogre russe. Et donc, en parallèle, où Trump se retrouve un peu emmerdé, Zelensky est invité à Londres, où il est reçu par Charles. C'est la première fois qu'il va mettre une veste. Donc il est passé du t-shirt au machin à mettre une veste. Donc là maintenant, depuis, il met quand même de temps en temps une veste. Mais toujours pas de costume, rien. Ce qui avait beaucoup fâché Trump, parce que Macron s'était engagé à ce que Zelensky aille à la Maison Blanche en costume. Et d'ailleurs, c'est la première chose que Trump lui avait dit. Pourquoi vous êtes habillé comme ça, devant toutes les caméras Et l'autre lui avait dit, mais non, mais c'est comme ça, un peu comme Kadhafi, mais Kadhafi, il était sincère, il disait, je vivrai dans une tente tant que tout le monde ne sera pas dans une maison avec l'eau courante, l'électricité gratuite, etc. Donc Zelensky disait, voilà, moi je vais être entré tant qu'il y a la guerre dans mon pays. Sauf qu'il n'a jamais fait son service militaire, il n'a jamais rien fait du tout, et il s'enrichit à coups de centaines de millions ou plus avec son pays. Mais donc Macron réussit à faire ça, ils se retrouvent tous à Londres avec Zelensky, le roi d'Angleterre, ils dînaient, les machins, etc. Et là l'Europe dit, les États-Unis sont en train de nous trahir, Trump nous trahit, il abandonne l'Ukraine, il abandonne l'Europe, donc l'Europe, on va s'endetter et on va aider l'Ukraine.
Et là, Trump se retrouve mais complètement pris dans un piège qu'il n'avait pas vu venir, alors que Poutine avait essayé de lui expliquer qu'il ne pouvait pas discuter de ça avec l'Europe. C'est pas que l'Europe veut pas, on veut tous la paix. Je pense que 90% des Européens veulent la paix, mais on est dirigé par des psychopathes qui ne veulent pas la paix, parce qu'en fait, ils sont dans un truc eschatologique, hein, avec un plan. Je ne sais pas quelle est l'échéance de leur apocalypse, mais ils veulent arriver à ça. Dans nos veines, dans nos âmes, dans nos trucs, le genre, le machin, le truc. Il faut réaliser tout ce qui se passe, en fait. Hein. En Californie, on peut avorter après le terme. Non mais, je ne sais pas si vous entendez ce que je viens de dire. On a quand même eu cette affaire Palmade avec une femme, avec un bébé viable, enceinte de 7 mois et demi. Le bébé est mort. Et ben, on a considéré que c'était comme si elle avait un bouton qui avait explosé. Le bébé n'existe pas. Il n'y a pas eu mort, il n'y a pas eu crime, il n'y a pas eu meurtre. Donc c'est juste un accident de la route avec des gens blessés. Non mais, vous imaginez, c'est la mère, ça fait des mois qu'elle a un bébé qui bat, qui tape dans son ventre, dans son machin. Il y en a parmi vous qui sont mères. Il y en a. Enfin, donc vous savez exactement ce que je veux dire. En France, on a expliqué qu'il n'y avait pas eu de meurtre. Que un récidiviste, délit de fuite, alcool, drogue, machin, c'était juste un accident de la route dans des circonstances pas cool. Non mais... Et tout ça, ça passe. C'est comme ça, c'est normal. Et dire ce que je dis, c'est pas bien. Parce que, non... Il devient victime de quelqu'un qui dit qu'il y a un bébé qui est mort. Pourtant, c'est factuel. Non, le bébé n'était pas vivant. La mère savait qu'il était vivant, le père savait qu'il était vivant, s'il y a des frères et sœurs, ils savaient qu'il était vivant. Mais en France, il n'est pas vivant. Non mais... Mais il y a quelqu'un qui trouve ça normal ici? Non mais sincèrement. Eh ben, c'est passé. Il n'y a pas un député, il n'y a pas un machin, il n'y a personne qui a dit « c'est pas acceptable ». Personne, et certainement pas le président de la République. Je ne vais pas rentrer dans les détails des raisons pourquoi il ne va pas dire ça. Mais c'est très important. Tout ça, c'est des pactes avec le diable qu'on signe. À chaque fois qu'on accepte des choses épouvantables comme ça, on donne notre âme au diable. Je ne sais pas si vous le réalisez. Et il nous la mange. Il s'en nourrit. Parce qu'on est tellement con, on est tellement lâche, qu'on accepte tous les sacrilèges. Décapitation de Marie-Antoinette pendant la cérémonie. Vous imaginez, vous mettez une décapitation sur Internet, votre compte il est banni. Mais dans une cérémonie devant des enfants, on a tout eu. Disparition d'enfants, le machin, blasphème, les couples qui s'embrassent à trois, dont un gay avec le mari, le machin et la fille dans les escaliers. Enfin, et moi j'avais des personnes qui disaient ah, c'était beau, c'était moderne et tout. Non mais non, parce que les personnes ne voient plus rien. Ils voient des couleurs, des musiques, des trucs. Et personne ne comprend rien. C'est normal. Quand vous êtes à la télé, de toute façon, petit à petit, on ne va plus voir que ça. Pourquoi? Parce que les productions, parce que les quotas sur les chaînes, les quotas imposent, indépendamment du fait que Trump dit qu'il n'y a plus que 2 couples, mais les mecs, ils en ont rien à foutre. Et bien pour être bien dans les normes, il faut du politiquement correct, LGBTQ+, machin, et amusez-vous, vous regardez Netflix, vous avez gay-friendly, LGBTQ+, friendly, et là vous avez plein de budget. Alors si votre héros, il est tout sauf Schwarzenegger, et que sa copine, elle est tout sauf Barbie, déjà vous avez 10 millions de budget en plus. Alors si en plus, le mec il ressemble à Brad Pitt, et il est avec George Clooney, ils sont gays, là c'est l'extra balle. Mais s'ils sont Will Smith, et je sais pas quel acteur, et Jackie Chan, et qu'ils sont gays,
Martin, alors là, vous êtes bon pour faire... Non, mais oui, mais c'est comme ça. Là, ce que je vous dis, c'est factuel. Hein. Le problème, c'est que c'est pas du complot. C'est que les budgets sont faits pour encourager ça. Les pubs sont faites pour encourager ça. Allumez votre télé, vous allez voir à quoi ressemblent les pubs de McDo, de Nike, de machin, etc. On nous conditionne à accepter, entre guillemets, moi j'ai rien contre ça, chacun vit sa vie, chacun est amoureux de qui il est amoureux. Ce que je déteste, c'est qu'on mette petit à petit, goutte à goutte, dans la tête des gens, que ça c'est la norme. Que ce soit une décision individuelle, exceptionnelle ou pas. Moi, si ça concerne la Terre entière, ça me va très bien. Mais je ne veux pas que ça se mette à concerner la Terre entière, parce qu'on m'a hypnotisé à penser que c'était normal. Et comme on sait très bien que le rôle de la pub, de toutes ces choses-là, c'est de nous convaincre de consommer de telle manière et d'agir de telle manière, et que c'était cool de telle manière, aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir un enfant qui est dans une école d'art, garçon ou fille, sans qu'on lui explique qu'il faut qu'il ait toutes les sexualités possibles, etc. S'il y a des parents ici qui ont des enfants entre 14 ans et 23 ans, ils savent très bien de quoi je parle. Eh bien, c'est pas normal. Je suis désolé, je suis peut-être un vieux con bizarre, mais aujourd'hui, la natalité, elle est en chute libre partout. Partout. C'est un énorme problème qui justifie l'immigration, mais qui n'est plus justifié avec l'intelligence artificielle, donc ça crée des problèmes de banlieue, et tout ça c'est un espèce de piège hyper évident quand on sait lire, ou quand on a l'habitude de voir comment ces espèces de malades mentaux fonctionnent. Mais personne ne le voit, tout le monde trouve ça normal. Parce qu'il ne faut surtout pas dire que c'est pas normal. Sinon, on est raciste, on est homophobe, on est transphobe, et pire, puisque là je vais commencer quand même à parler un peu de ce qui se passe au Proche-Orient, à Gaza, antisémite. Alors là, bon, je laisse 5 minutes à ceux qui ne veulent pas être associés à la suite de la conférence à sortir. Merde, non, ne partez pas tous. Non mais, vous voyez dans quel monde on vit. C'est-à-dire, on vit dans un monde où on nous apprend à apprécier ou à aimer ce qui nous fait du mal. C'est ce que je vous ai dit en toute introduction tout à l'heure. On n'a plus le droit de dire que le miel, ça nous fait du bien. Si ça, à la limite. Mais si on rajoute le mot santé, voilà. Mais un jour ou l'autre, de toute façon, vous savez, c'est comme dans les films de science-fiction, on sera condamné pour ce qu'on aurait pu penser ou ce qu'on aurait pu faire. Et c'est exactement ce qui arrive aux Palestiniens. En fait, les enfants ont le droit de mourir là-bas normalement parce que ce sont de futurs terroristes. Et alors là, vous avez un des trucs les plus machiavéliques que j'ai vus en termes de communication. Les enfants palestiniens peuvent et doivent mourir parce qu'ils vont donner des terroristes. Mais les soldats israéliens qui meurent après avoir tué beaucoup de monde ne devaient pas mourir parce que c'était d'anciens enfants. Non mais, je vais répéter. Les enfants palestiniens doivent ou peuvent mourir, c'est parce que ils vont être des terroristes. Mais les soldats israéliens ne doivent pas mourir parce que c'était des enfants hyper mignons et adorables, etc. Et donc comment on présente ça à les télés? Allumer les bancs de télé, et dès qu'un soldat israélien ou quelqu'un meurt, tout de suite on va montrer les photos de lui quand il était bébé. Regardez-le, vous ne le voyez pas armé, vous ne le voyez pas en train de tuer, vous ne le voyez pas en train de violer dans une prison, vous ne le voyez pas en train d'écrabouiller des corps, vous ne le voyez pas en train de faire toutes les horreurs qu'ils font là-bas. Non, vous le voyez comme un petit bébé, en train de jouer au foot,
en train de manger une glace avec son père, en train de jouer éventuellement à saute-mouton avec un copain, et encore, ça pourrait être tendancieux, ça pourrait créer une image bizarre. En revanche, le bébé palestinien, vous le voyez jouer à la marelle, mais en fait vous ne voyez pas la marelle, vous avez juste un caillou dans sa main et il est censé tirer et blesser lourdement des gens qui vont avoir le droit de lui tirer dessus parce que ça s'appelle de la légitime défense. Et de toute façon, son père est en prison, enfin non, il n'est pas en prison, il est dans un congélateur pour aller jusqu'au bout de sa peine de 127 ans de prison. Et il sera remis à l'issue de sa peine. Vous croyez que c'est une blague? Pas du tout. Pas du tout. Ils font l'entièreté de leur peine en congélateur s'ils meurent avant la fin. Comme ça, les familles ne peuvent pas les récupérer, ne savent pas s'ils ont encore tous leurs organes. Non mais c'est délirant. Il y a quand même des charniers qui ont été trouvés à Gaza. Mais comme c'est les Palestiniens et que c'est des menteurs, même si c'est l'UNRWA qui a découvert les charniers, c'est pas valable, d'autant que l'UNRWA, on sait tous très bien, qu'il y a eu des gens de l'UNRWA qui ont été vus dans des pick-up le 7 octobre, souriants. Les mecs sont dans un ghetto, il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de machin, ils ont des guerres quasiment tous les ans depuis la nuit des temps. Ils étaient chez eux depuis bien avant l'existence et la naissance d'Abraham, bien avant la naissance de Moïse, puisqu'ils étaient des Cananéens, on le sait. Donc ils existaient avant, à cet endroit-là. Eh bien non, ça a été promis à d'autres qui sont arrivés après, et qui sont partis, puis qui sont revenus, puis dont la plupart viennent d'Europe de l'Est, donc ils ne sont même pas sémites. Pourtant, si on les accuse, on sera antisémites, de gens qui n'ont rien à voir avec des sémites. Il faut m'expliquer comment on peut être antisémite envers des gens qui sont européens. Je vous dis ça juste comme ça. Hein. Évidemment, les mots, c'est comme le vaccin, hein. C'est pour les cons. Les définitions des mots, c'est pour les crétins, en fait. Et les journalistes, ils sont assassinés. Hier, je suis réveillé comme d'hab très tôt le matin, et je regarde, quasiment la première chose que je fais, je regarde les news, parce que forcément c'est mon job, d'essayer, pas de regarder les news, c'est d'essayer de permettre aux personnes qui veulent m'écouter ou me lire, de comprendre ce qu'en fait tout le monde essaie de vous empêcher de comprendre. Que ce soit le curé, je ne suis pas curé, le journaliste du 20h, le journaliste dissident, le copain de bar, en fait, mais pas forcément parce qu'ils sont méchants, parce qu'ils n'ont pas voulu accepter que quand 1000 trucs sont alignés, c'est que tous les raisonnements qu'on nous a appris à avoir sont faux. C'est-à-dire, si on a l'évidence que le diable existe et qu'il est là, tout à l'heure je parlais par erreur de Benoît XIII, Benoît XIV, Benoît XVI a été viré le jour où il a dit que l'antéchrist était là. Et par qui? Par Obama. Ah bah oui, c'est Obama qui était à la manœuvre. Comment il a fait pour le virer? Parce qu'il ne voulait pas partir. Benoît XVI, il était là pour remettre en place... alors Benoît XVI a été accusé, à tort, d'être indirectement complice de pédophilie, et auprès des gens plus traditionnels de l'Église, d'avoir fait partie de Vatican II. Donc il était détesté par toutes les extrémités. Mais les gens qui étaient dans l'Église savaient que ce n'était pas le cas. Dans Vatican II, c'est celui qui s'est le plus battu contre les changements qui ont eu lieu. Benoît XVI ne voulait... Moi, j'ai lu sa biographie, donc je peux vous dire, je ne connaissais pas, hein, mais j'ai lu sa biographie par son secrétaire particulier. Et Benoît XVI ne voulait pas être pape, ça ne l'intéressait pas. Benoît XVI ne voulait qu'une chose, ça permettra de faire une transition tout à l'heure vers Léonard de Vinci. Il voulait être bibliothécaire du Vatican. Parce qu'il y a un endroit où même le pape ne va pas,
il y a des pièces dans le Vatican. Si vous vous rappelez le film Le nom de la rose, c'est un peu une manière imagée d'en parler. Il y a des livres, il y a des documents au Vatican qui sont inaccessibles et auxquels peut accéder le bibliothécaire du Vatican. Donc comme dans Le nom de la rose, en général, on en prend un qui est super malvoyant, à moitié sourd, qui a du mal à s'exprimer encore clairement. Non mais c'est pas des blagues. Le bibliothécaire du Vatican, c'est un poste qui est extrêmement confidentiel en fait. Extrêmement. Et ils n'ont jamais voulu. Parce que c'était quelqu'un qui était trop intègre, trop machin, pour que l'Église accepte qu'il aille là. Ils vont préférer avoir... Et, alors je vais dire ça assez vite pour ne pas l'oublier, mais il faut savoir que dans l'Église, on a une manière de choisir les cardinaux qui vont voter. Et le nouveau pape, Léon XIV, était depuis 3 ans la personne qui était en charge de la nomination des cardinaux électeurs. Mais ça veut dire qu'en fait, non seulement il connaissait, quand vous faites ça, vous connaissez, c'est vous qui désignez les cardinaux qui vont être choisis, enfin qui les proposez au pape, puisque vous les proposez, le pape valide, mais c'est vous qui proposez, donc en réalité, l'affaire est entendue. Mais surtout, vous avez les dossiers de tous. C'est-à-dire, pour être élu, vous ne les connaissez pas, vous savez, ils sont aux 4 coins du monde, ils sont des prêtres, et puis ils vont devenir cardinaux, mais vous ne pouvez pas tous les connaître. Donc vous avez des dossiers qui remontent, vous avez des fiches, et selon un certain nombre de critères, vous allez essayer de rencontrer ceux qui ont l'air d'être dans les bonnes cases, et vous allez les élire. Et c'est pour ça que Benoît XIV est élu si vite, parce qu'en fait, il avait ce job qui lui avait été donné par François. Et pendant tout ce cycle, en fait, ils n'ont mis en place que les cardinaux qui allaient faire changer, en fait, la majorité de façon très nette au Vatican pour finir de prendre le contrôle du Vatican. Et c'est ce qui vient de se passer. Alors je vous parlais de Léon XIII, la prière, le machin, etc. Le fait de prendre Léon XIV comme titre, c'est un peu comme pour vraiment finir d'enterrer ce cycle. Et ce pape, depuis qu'il est là, n'a rien dit sur le génocide de Gaza. Il n'a pas utilisé le mot, il n'a pas parlé de crimes contre l'humanité, il n'a pas parlé de crimes de guerre. Il a dit que c'était terrible ce qu'il voyait à Gaza et qu'il est le mot terrible. Vous imaginez? Même un diplomate de second rang dans un pays, il utilise d'autres mots. Ah, en revanche, il reçoit Zelensky. Vous imaginez, ce pape, il a Zelensky qui n'a rien à voir avec la religion catholique. Il est reçu en audience privée à la demande de Macron par François, qui est quand même un pape très... Benoît XIV, Léon XIV, qui est quand même un pape, asseyez-vous bien, qui a été formé à Chicago, dans la seule université judéo-chrétienne. Non mais, quand vous savez que judéo-chrétien, ça ne peut pas aller ensemble, pour une raison hyper simple. La religion juive, c'est un peuple d'élection. Vous ne choisissez pas d'être juif. Vous naissez juif. C'est dans votre sang, c'est héréditaire. La religion chrétienne, c'est l'inverse. L'important, c'est la rédemption. C'est la foi, c'est l'amour, c'est le pardon. Donc c'est une religion qui est acquise par vous-même, en fait. On ne peut pas vous la transmettre. On peut pas... si, on peut vous faire baptiser. Ça, c'est sûr. Mais c'est quand même une religion d'un rapport de l'individu avec Dieu, la Trinité, le Christ, Marie, ce que vous voulez. Mais c'est un rapport avec quelque chose qui... pardon ? D'adhésion. Voilà, d'adhésion. Donc, uniquement. Et cette adhésion, elle se matérialise de plein de manières différentes, mais c'est un choix. Et donc, judéo-chrétien, ça ne va pas ensemble. Ça ne va pas, et ça c'est une invention. Alors là, pour évoquer, tout à l'heure on posait la question sur la franc-maçonnerie, c'est une invention de la franc-maçonnerie. C'est-à-dire que c'est un terme qui est petit à petit installé comme une évidence, et ils veulent même le mettre dans la Constitution française. La France est une nation judéo-chrétienne. Alors parce qu'il y a l'État et la nation c'est nous.
l'État, c'est un machin, mais la nation, c'est nous. C'est les mots ont chacun un truc, et ils veulent nous mettre ça dans la tête. Et en fait, quand on met ça dans la tête, on crée une primauté de la religion juive qui serait, en fait, comme l'étape avant la religion chrétienne. Mais moi, je vais vous expliquer un truc très simple. Alors, ça ne va pas répondre exactement à votre question, je les répondrai dans la troisième partie, après la pause qui est arrivée. Petit 1, Dieu parle à Abraham. Et je ne remets pas ça en cause. Dieu parle à Abraham, moi je suis persuadé que c'est vrai. Puis, il y a cette religion, etc. Il y a une confusion sur ce que veut dire peuple élu. Ça ne veut pas dire ce qu'on croit, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Puis, Dieu voit Moïse et il lui remet les tables de la loi. Mais ça met beaucoup de temps. C'est-à-dire Moïse quitte sa tribu pendant longtemps. Je ne sais plus combien d'années. Je suis plutôt spécialisé dans l'évangile que dans la Bible que j'ai mis au rebut, puisqu'en fait, avec le Christ, l'évangile n'existe plus. Enfin, la Bible n'existe plus. Seul l'évangile existe. L'Ancien Testament, si vous voulez. Là encore, je suis fatigué, donc Ancien Testament, rebut. C'est intéressant parce qu'il y a des belles phrases, mais ça n'existe plus. Et pourquoi? Parce qu'en fait, quand il descend, Moïse, avec les tables de la loi, qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve son peuple qui adore un veau d'or. Alors déjà, le coup du veau d'or, franchement, c'est la plus grande mystification en termes de traduction qui existe. Ce n'est pas un veau d'or, c'est un taureau d'or, et ils sont de nouveau devant Baal. C'est-à-dire qu'on est Babylone, machin, les Khazars, sacrifice d'enfants, Baal. Mais donc c'est très facile de changer la traduction entre veau et taureau. C'est la même espèce en fait. C'est peut-être juste je ne sais pas comment ça s'écrivait en langage de l'époque. Mais c'est comme si on disait, on met au sommet de l'église un poussin. Vous voyez, c'est un coq. Voilà. Bah, si les gens adorent un animal, c'est pas le veau. Qui il donne pas de lait, il se bat pas, il n'est pas fort. Personne ne va adorer un veau. On aime bien manger du veau, éventuellement, mais vous voyez, le truc, c'est pas rationnel. Mais on nous a mis ça dans la tête. Non, ils adorent le diable. C'est comme ça. Le taureau d'or. Vous comprenez ou pas? Vous êtes en décalage avec ce que je dis. Et que fait Moïse? Le seul objet qui a jamais eu sur terre touché par Dieu, les tables de la loi, il va et il veut briser le taureau d'or, et c'est les tables de la loi qui sont brisées. Voilà, fini, la tribu, terminé. Dieu a, voilà, cette tribu éliminée. Ils ne sont plus en contact avec Dieu. Le taureau d'or a brisé. Le seul objet qui avait été confié par Dieu, c'est cassé. Et donc, que fait Dieu? Je suis désolé, hein, c'est pas moi qui vous le dis, c'est l'histoire que vous avez tous devant vous. Il envoie son fils pour racheter les hommes. C'est comme ça. Vous pouvez croire qu'il existe ou pas. Vous pouvez la jouer onfray, machin, vous pouvez la jouer judéo-chrétien. Je m'en fous. Moi, je vous raconte les faits. Il a existé, c'est comme ça. Allez vous balader à Bethléem, à Nazareth, etc. Il y a des gens qui veulent tout détruire, mais pourtant, il y a des traces. Et la vérité, c'est que, voilà, il y a eu ce personnage. On peut y croire ou pas, mais c'est le personnage le plus important de l'histoire de l'humanité. Il s'appelle Jésus-Christ. Et lui, il arrive, et là, il va y avoir des apôtres qui vont raconter sa vie, etc. Et il va mourir sur la croix. Il va y avoir sa résurrection. Et voilà, on est enfin, à nouveau, en tant qu'humanité, sur ce droit chemin. Et il y a cette évangélisation qui a lieu partout. Alors, je ne suis pas rentré sur le truc des jésuites, parce que je n'aurais pas le temps, mais c'est là que ça commence. Et eux et d'autres, enfin, c'est pas sous cet intitulé, mais c'est à ce moment-là qu'on commence à avoir ces combats de confrérie, en fait, cette manière de vouloir universaliser, en fait, la parole du Christ. Ça ne se passe pas en quelques mois, hein, ça se passe
sur des centaines d'années. Il y a des infiltrés partout. Voilà, et il y a des infiltrations. Ouais. Et là, Dieu ne veut pas qu'il se repasse la même chose que la dernière fois. Et qu'est-ce qu'il fait? Il parle à Mohamed. Et il lui dit, en substance, tu vas être l'armée des chrétiens. Ils ont besoin de toi. En fait, ils aiment, ils pardonnent, mais ils ne sont pas capables de se battre pour ce qui est en train de renaître en Khazarie, en Ukraine, en machin. Ils ont besoin de toi. Les gens qui vont faire l'usure, les gens qui vont... Tous les péchés les pires sont en train de renaître sous différentes formes. Et les chrétiens, quelle que soit leur forme, catholiques, machin, sont pas préparés à ça. Et c'est le rôle des musulmans. Et c'est pour ça qu'en fait, les gens qui détestent réellement Dieu, qui détestent, ils veulent nous séparer des musulmans. Alors qu'en fait, c'est nos alliés. Le meilleur exemple de ça, et c'est le mot de la fin avant la pause, et puis après on continuera aux questions-réponses, c'est Saladin. Donc je vous invite pendant la pause, si vous avez la moindre curiosité, à chercher qui était Saladin et pourquoi je viens de dire que c'est la personne la plus exemplaire pour nous faire comprendre que même à la pire époque des croisades, eh bien, il y avait des gens qui avaient en eux une telle humanité qui comprenaient qu'en fait, les chrétiens et les musulmans, ils étaient faits pour être unis, pour s'aimer et se respecter, et pour faire très très attention à tous ceux qui essaieraient de les faire se détester. Eh bien, aujourd'hui, à notre époque, il nous manque un Saladin. Enfin voilà. Pause. Loud and more loud, the crowd will swell, the people shouts responding well, o'er the land in glad news tell. From sea to sea, from pole to pole, the echoes of that bell shall roll, when freedom comes through every soul. Ring, ring, exclaims the watching boy, the bell responds with notes of joy. Freedom's proclaimed in sweet and low. Abonnez-vous, s'il vous plaît, à mon Substack.